me suis amusé à chiffrer le budget énergétique du vaisseau Venture Star qu'on voit dans Avatar. Il correspond à 130 000 ans de consommation énergétique humaine. Ce poncif de se dire il y aura une planète B, on va y aller, no chance, parce que c'est si rédhibitoirement coûteux du point de vue énergétique qu'il n'y a aucune chance que même un seul humain, ou que même une machine humaine, je ne parle même pas d'humain, même une machine, même un téléphone portable, vous mettez un téléphone portable avec son appareil photo en orbite autour d'Alpha du Centaure, c'est no chance. Voilà, c'est no chance. Il y a des calottes polaires sur Mars, mais c'est des calottes polaires, ça fait 1000 km de diamètre et 2 km d'épaisseur. Donc on comprend que pour faire fondre ça, il va falloir y aller un peu toniquement. Alors les propositions, je vous en fais grâce, mais enfin c'est en gros petit problème, petite bombe, gros problème, grosse bombe. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction et d'aventures intergalactiques. Voyages interstellaires, colonisation de Mars ou exploitation d'astéroïdes. La science-fiction a colonisé les imaginaires au point que certains milliardaires de la tech envisagent sérieusement de quitter une planète au climat qui s'emballe. D'où cette question, est-il crédible pour l'humanité de s'établir ailleurs dans l'espace ? Pour y répondre, nous recevons Roland Lehoucq, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, auteur d'une dizaine de livres de vulgarisation dont Faire des sciences avec Star Wars et président des Utopiales, le festival international de science-fiction de Nantes. Bonjour Roland. Bonjour. Alors première question, est-ce que tu peux nous parler de la naissance de la science-fiction ? À partir de quand on voit ce genre littéraire puis cinématographique émerger ? Alors, science-fiction, on a évidemment des racines culturelles. Le mot science-fiction, en fait, le mot science fiction, puisqu'il est né en américain, date des années 1926. Il a été forgé par un luxembourgeois qui s'appelle Hugo Gernsback et qui a immigré aux États-Unis et qui a fondé là-bas un certain nombre de revues de vulgarisation scientifique et technique et dans lesquelles il publiait des romans, plutôt des courts romans, voire des nouvelles, des textes, on va dire, d'origine européenne, et qui relevaient d'un genre qui ne s'appelait pas science-fiction, mais qui étaient des auteurs comme Herbert George Wells, comme Jules Verne, comme Ron Yenné. Ça a plu à son lectorat et ça l'a incité à publier, à créer une revue qui s'est appelée Amazing Stories, et qui s'appelait The Magazine of Scientific Fiction. Donc il a nommé ce genre littéraire scientifiction, puis quelques années plus tard, c'est devenu science fiction. Donc voilà, ça date des années 30 aux États-Unis, partant d'un genre littéraire qui n'était pas nommé science-fiction ou science fiction en Europe, et d'un genre européen, qui s'est appelé merveilleux scientifique d'abord. Maurice Renard, en 1909, nomme ce genre émergent merveilleux scientifique. Il a même écrit un article fondateur extrêmement intéressant qui est de l'importance du merveilleux scientifique pour l'intelligence du progrès, la compréhension du progrès technique, du progrès scientifique. Se fondant sur des textes encore les mêmes, des textes comme Verne, des textes comme Wells, mais il y avait ces auteurs européens qui étaient exaltés, on va dire, par les merveilles de la science, le progrès scientifique et technique, qui était à cette époque presque équivalent avec progrès humain. Les nouvelles machines, les nouvelles choses fabriquées, que ce soit dans l'ingénierie, mais aussi dans la médecine, on peut penser dans la médecine, dans l'hygiène, dans l'organisation sociale, qui étaient équivalentes au progrès humain, même si il y a eu aussi tout un tas de catastrophes et de problèmes dus à la technique, évidemment. Alors tu l'as dit, on parle d'abord au départ de merveilleux scientifiques, il y a une fascination pour la technique, il y a un âge d'or dans les années 30 à 50. À partir de quand les sujets climatiques ou les sujets environnementaux commencent à faire irruption dans les livres puis les films de science-fiction ? Alors, c'est vrai qu'initialement, la science-fiction et cet amérindiement pour la technique, c'est une ode à la puissance des machines, à la puissance de ce que l'on peut faire grâce à la technique, et donc elle ne s'embarrasse pas vraiment de détails, si j'ose dire, qui seraient l'écrasement glorieux d'un écosystème planétaire ou la destruction d'un environnement qui n'est pas vu comme un environnement, mais comme une ressource à exploiter pour, disons, le bien-être de l'humanité, ou en tout cas de ceux qui en profitent. Alors, dans les années 30 à 50, qui correspond à l'âge d'or de la science-fiction, on voit comme quelques œuvres qui évoquent
le rapport à l'environnement d'une façon concrète, où l'environnement n'est pas qu'un décor, l'environnement est notre environnement naturel est disons, un personnage à part entière, ou a des raisons d'être indépendantes des humains, disons. On voit ça je crois que c'est George Stewart, c'est Earth Abides, La Terre demeure, et puis Demain les chiens de Clifford Simak. Demain les chiens, où sont des chiens qui parlent, transformés par des humains, mais qui ont disparu, et les chiens racontent des histoires sur les humains, pourquoi ils ont disparu, et qu'est-ce qui se passe, quelles sont les raisons de leur disparition. Mais disons que jusqu'aux années 70, il n'y a pas grand-chose comme si on appelle ça de science-fiction climatique ou de science-fiction environnementale qui traite de ces questions. Alors dans les années 70, il y a quand même un changement, parce que est publié d'abord un essai d'un biologiste américain qui s'appelle Paul Ehrlich, la bombe P, Population Bomb, sur les questions néo-malthusiennes la population mondiale augmente très considérablement. Elle était d'1 milliard d'habitants, semble-t-il, au début du XIXe siècle. On est à 3,5 milliards d'habitants, et on a gagné 1 milliard d'habitants entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 70. Donc on a une croissance très considérable de la population mondiale. Et donc des questions démographiques qui se posent. Est-ce qu'on arrivera à nourrir tous ces gens? Comment on va faire? Il y a tout un tas de solutions pratiques, la dite révolution verte de l'époque, etc. Finalement, ces craintes ne se sont pas confirmées, mais il y avait ces craintes, et elles se sont retrouvées dans la science-fiction, bien entendu, notamment chez John Brunner, dans un roman tout à fait étonnant et intéressant, Tous à Zanzibar. D'autres œuvres aussi, on l'a vu au cinéma, peut-être Soleil Vert, qui vient d'un roman de Harry Harrison, qui s'appelle Make Room, faites de la place, on comprend, on voit bien dans l'image l'affiche du film Soleil Vert, le riot control, les contrôles de foule sont à la pelleteuse. Enfin, on voit que littéralement à la pelleteuse, donc on sent une ambiance, tendue par cette surpopulation qui était considérée comme un vrai problème, qui aurait pu être un vrai problème à l'époque. Et donc la science-fiction se fait écho de ces questions. Alors pas encore environnemental, mais démographique, sur la limitation des ressources. Donc quelque chose comme néo-malthusien. Et puis après 72, il y a le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows. Et là, ça marque aussi les esprits quand même, l'air de rien, et aussi la science-fiction, parce que après tout, ces auteurs et ces autrices se documentent sur le monde. La science-fiction est un reflet de notre monde, on traduit les peurs, on traduit les espoirs aussi pour partie. Qui dit juste le rapport Meadows, on peut pas continuer une croissance infinie. Voilà, le rapport Meadows, exactement. Le rapport Meadows, c'est les limites de la croissance. Donc c'est un rapport technique, un rapport d'ingénierie, un rapport scientifique qui nous explique que si on continue la croissance, cette fois-ci, exploitation des ressources matérielles de l'environnement, les ressources de stock, pollution environnementale, etc. Alors, en plus d'une croissance démographique non contrôlée, alors l'humanité va vers son effondrement. C'est, je dirais, à la fin des années 60, début des années 70, que commence à apparaître, appelons ça une conscience environnementale, mais c'est peut-être pas une conscience environnementale, en tout cas la traduction en roman de science-fiction de cette prise de conscience que l'interaction de l'humanité avec son environnement matériel et la surexploitation de cet environnement conduit à des catastrophes qui aboutissent à l'effondrement, éventuellement à l'effondrement de l'humanité. Quand on résume, en gros, il y a souvent, à cause des hommes, à cause de la pollution, du changement climatique, des désordres environnementaux, il y a une Terre qui devient de moins en moins habitable. Et donc, un des réflexes, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait quitter la Terre? C'est un des grands thèmes de la science-fiction. Est-ce qu'on peut quitter la Terre? Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout cet imaginaire du voyage interstellaire, de la colonisation spatiale, va percoler dans le monde réel et va avoir une influence sur nos choix politiques, sur nos choix technologiques. Et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est très intéressant de voir comment la science-fiction, et notamment tous les voyages orbitaux, peuvent marquer l'imaginaire collectif. Dans The Expanse, Moon, Avatar, Don't Look Up, on voit des humains qui cherchent à exploiter les métaux, les minéraux dans l'espace. Est-ce que ça, c'est de l'ordre de la science-fiction, ou est-ce que potentiellement on pourrait industrialiser l'espace, aller chercher les minéraux, les métaux qui nous manquent, que ce soit une réponse à la déplétion des ressources terrestres?
Alors, d'abord, sur la question de la fuite de la Terre pour échapper aux conditions qui y règnent, qui la rendent, disons, difficilement habitable, voire inhabitable, c'est effectivement un des poncifs peut-être les plus nocifs de la science-fiction, qui est, à l'origine, vient de cet émerveillement pour les techniques, la capacité de faire des vaisseaux extraordinaires qui vont visiter d'autres mondes, etc. Et donc, si on peut quitter la Terre comme on quitte chez soi en prenant l'autobus, bon, c'est pas très grave, changeons d'endroit. Donc, ce poncif, on le retrouve dans Interstellar notamment, et ça suppose avoir les capacités de le faire. Si c'est pour envoyer 3-4 personnes, d'ailleurs dans Don't Look Up, ils s'en vont et puis il leur arrive des problèmes. C'est d'ailleurs assez drôle comme conclusion. Et évidemment, ceux qui s'échappent, c'est pas la majorité, bien sûr. Ce sont qui ont les moyens de s'échapper, ceux qui ont la capacité à payer le ticket de sortie. Et c'est un prix élevé. Et donc, évidemment, ça pose aussi tout un tas d'autres questions sociales et politiques sur qui s'en va, qui reste et qui s'en va, qui s'échappe du bateau en train de couler, qui a causé la perte du bateau. Qui s'échappe du bateau, ben, c'est un peu les mêmes. C'est chose dire, c'est ceux qui ont les moyens de le faire, ceux qui ont une empreinte environnementale extraordinairement considérable au regard de l'humanité moyenne. Alors sur la facilité ou pas d'exploiter les ressources minières en dehors de la Terre, elles sont évidemment bien plus considérables que la Terre elle-même, parce que l'on parle de le système solaire en entier. Simplement, c'est beaucoup plus difficile. Parce que exploiter les minéraux qui sont contenus dans un astéroïde, même un astéroïde modeste, de quelques centaines de mètres de taille, ça se chiffre en milliards de tonnes de minéraux potentiellement exploitables, il faut y aller. C'est pas à côté. Il faut être capable d'exploiter ça, donc d'avoir une usine, d'avoir spatialisé une usine qui va transformer du fer, du nickel, de l'aluminium en poutre, si j'ose dire. Enfin, soyons un peu brutal. Il faut à un moment donné passer de la matière brute à une poutre pour en faire une structure métallique ou Dieu sait quoi, un vaisseau, une coque, je ne sais quoi. On n'a aucune industrie dans l'espace pour l'instant, aucune capacité de transformation industrielle dans l'espace. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira jamais ou que c'est impossible. Ça veut dire qu'on en a juste zéro. Une fois qu'on a cet astéroïde, où est-ce qu'on l'exploite ? Là où est l'astéroïde, en orbite entre Mars et Jupiter. Où est-ce qu'on déplace cet astéroïde pour le mettre en orbite ? Alors, autour de la Terre, il ne faut pas rater son coup. Il y en a qui pourraient décider que peut-être on a raté, on n'a pas fait « oups !» et puis c'est tombé au mauvais endroit. Bon, donc peut-être ce serait en orbite autour de la Lune, par exemple. Déjà, ce serait moins risqué. Enfin, en tout cas, il y aurait moins de sous-entendus géopolitiques éventuellement. Parce qu'un caillou qui tombe du ciel sur un pays, on comprend bien que ça fera un trou. Enfin, il va se passer quelque chose. Donc, il ne faudrait pas que ça puisse être considéré comme une arme spatiale, hein, balancer des cailloux plutôt que balancer des fusées ou des missiles. Donc on met en orbite autour de la Lune, donc ça suppose de dévier cet astéroïde. Il n'y a pas d'impossibilité théorique, encore une fois, ça pourrait se calculer. L'énergie mise en jeu, les moyens mis en jeu seraient absolument considérables. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? En avons-nous les moyens énergétiques et matériels pour l'instant ? Sans doute pas. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Il faudrait que ça rapporte beaucoup plus d'énergie et de matériaux que ce que l'on a mis pour le récupérer, c'est cette énergie éventuellement. Alors, ce ne serait pas de l'énergie, ce serait des matériaux d'abord. De l'énergie, si on mettait des grandes stations, si ça donnait accès, parce qu'on est capable de mettre, disons, d'industrialiser un peu l'espace, de mettre, au lieu de les envoyer depuis le sol, je ne sais pas, mettre des gigantesques panneaux solaires en orbite, qui donneraient les moyens d'avoir une énergie éventuellement considérable en orbite, plutôt que pas grand-chose. Les panneaux solaires de la Station spatiale internationale, ils fournissent une centaine de kilowatts en chiffre rond. 100 kilowatts, c'est pas beaucoup. Ça fait quoi à peu près ? 100 kilowatts, alors l'abonnement en puissance d'un logement standard, c'est 6 ou 9 kilowatts. 100 kilowatts, c'est disons une dizaine de logements, l'équivalent d'une quinzaine de logements. Hein. Donc pour faire fonctionner 6 personnes, un logement. Évidemment, ils sont dans des conditions extraordinairement difficiles. Hein. Ils sont dans l'espace, il faut fournir tout, il faut produire l'air, il faut purifier l'air, il faut purifier l'eau, il faut recycler l'eau, il faut chauffer, il faut isoler, il faut électrifier, il faut 1000 choses à faire pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir, s'il y a le moindre système qui tombe en panne, les conditions deviennent tout de suite beaucoup plus difficiles et éventuellement mortelles pour ces astronautes. Donc beaucoup d'énergie par humain, beaucoup plus d'énergie et de puissance par humain dans l'espace que sur Terre, parce que les conditions sont très hostiles, évidemment, même inhabitables pour un humain tel quel. Donc c'est très coûteux en matière, en énergie.
Ça n'est pas inenvisageable au sens théorique, au sens du calcul d'ingénieur, du rêve d'ingénieur, si j'ose dire, du plaisir qu'on peut avoir à jouer avec les chiffres, à dire ah oui, si on mettait ci, si on faisait ça, d'optimiser tout ça, ça peut même faire un excellent exercice à la limite de physique pour étudiants en licence de physique ou de physique-chimie ou d'ingénierie ou en maîtrise de physique-chimie, d'ingénierie. Excellent exercice de pensée, mais qui est sans doute très au-delà de nos moyens actuels et donc un peu vain, sachant que ressources et énergie nécessaires pour faire cette opération, avant que ça devienne rentable, nécessite de prendre cette énergie et ces ressources sur Terre, où nous sommes précisément dans une situation où nous risquons d'en manquer et où déjà l'exploitation de ces ressources provoque des conséquences environnementales incontrôlées. Dans Interstellar ou Elysium, on voit aussi des immenses stations orbitales. Donc là, les gens habitent autour de la Terre dans des stations qui sont en orbite autour de la Terre. Ça, c'est aussi le rêve d'Elon Musk. Moi, c'est une vidéo que j'incite tout le monde à regarder. En 2019, au lancement d'un module solaire de Blue Origin, il dit, voilà, l'avenir de la Terre. En gros, on a deux choix. Soit on est de plus en plus nombreux et on a une déplétion des ressources, donc soit on se rationne, soit l'avenir de l'humanité c'est dans l'espace et dans des stations orbitales parce qu'on va avoir du mal à trouver d'autres planètes habitables. Donc lui il parle de milliards de personnes à vivre en orbite. Est-ce que cette idée de colonie orbitale, de station orbitale vivable, idyllique, est-ce que c'est de l'ordre c'est complètement farfelu ou est-ce que c'est possible un jour? Alors, c'est une idée folle, mais qui est, encore une fois, pensable techniquement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obstacle technique. Il y a des difficultés, des complexités, et ça serait pas facile à faire en pratique. On le voit, maintenir en permanence 6 astronautes dans l'ISS, c'est un effort tout à fait considérable. Je ne parle pas de centaines, de milliards, n'en parlons même pas. Donc c'est un effort extraordinairement énorme. Donc c'est en ce sens que je le nomme fou et irréaliste. Mais on peut le penser. Et d'ailleurs, ça a été pensé dans les années 70, 74 très exactement, où était publié un article par Gérard O'Neill, un ingénieur physicien plutôt américain, qui a travaillé avec un groupe d'étudiants sur la possibilité de faire des stations orbitales géantes. Par géante, il faut comprendre, son 4e module, sa station la plus vaste, elle faisait 3 km de rayon et 30 km de long. Un cylindre de 3 km de rayon, de 30 km de long, qui tourne sur lui-même autour de son axe principal, de sorte à créer sur les parois, par la force centrifuge, une gravité artificielle, et après, pour des raisons de stabilité mécanique subtile, coupler 2 cylindres ensemble, tournant en sens opposé, pour que le moment cinétique total, pour agresser un peu l'audience avec des mots désagréables, soit nul. Bon, oublions ces détails. En tout cas, d'immenses cylindres qui pourraient accueillir entre 200 000 et 2 millions de personnes par grand cylindre. On appelle ça les cylindres de O'Neill, du nom de son inventeur, enfin de son proposant. Cette idée a été considérée, disons, relativement sérieusement jusque dans les années 1980 par la NASA, avec des budgets modeste au regard du budget de la NASA, mais conséquent quand même, qui se chiffre en millions de dollars néanmoins, pour étudier sérieusement cette proposition, pour essayer de la chiffrer concrètement. Et puis ça a été abandonné ensuite dans les années 80, essentiellement parce qu'à cette époque, c'était plutôt l'initiative de défense stratégique, le grand projet dit guerre des étoiles spatiale, de faire une sorte de bouclier spatial qui aurait sanctuarisé le sol américain vis-à-vis de n'importe quelle attaque de missiles intercontinentaux, visait mon regard surtout soviétique à l'époque. Donc ce cylindre de O'Neill, l'article initial qui était publié dans Physics Today en 1974, dans le titre, il y a Space Colonization, quelque chose comme ça, avec un sous-titre qui se termine par « Cette possibilité pourrait résoudre de nombreux problèmes de la Terre ». C'était quoi les problèmes ? 74. Surpopulation potentielle, problèmes environnementaux. Exportons l'humanité ou une partie de l'humanité dans l'espace pour qu'elle puisse, d'une part, il y a un exutoire au nombre d'humains qui apparaissent, qui naissent sur Terre, et la possibilité d'exploitation des ressources spatiales. Mais le démarrage de ça, c'est d'abord prendre des ressources sur la Terre pour les mettre dans l'espace. Et donc cette idée-là, elle n'est pas du tout nouvelle d'abord. Tous ces géants de la tech, ces milliardaires de la tech qui passent pour des génies de l'idée, en fait, ils ne font que recycler des idées, de vieilles idées. Et ces idées
sont en plus néfastes, parce que quand on met 200 000 humains, une station de O'Neill, 3 km de rayon, 30 km de longueur, on voit déjà la station spatiale internationale posée au sol, elle tient dans la surface d'un terrain de football. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Quand on parle des stations de O'Neill, il y a eu d'autres possibilités. On appelle le Tor de Stanford. Il y avait un peu avant ça les sphères de Bernal. Il y a tout un tas de stations orbitales géantes qui ont été imaginées. 200 000 humains, c'est très très peu. Très très peu. Il y a 8 milliards d'humains. Donc 200 000 humains, qui sont ces humains qui vont aller dans la station? C'est une question intéressante. Ceux qui ont les moyens, ceux qui sont intelligents, il faut des scientifiques. Qui va dedans? Il faut peut-être sans doute des coiffeurs aussi dans cette station. Il faut aussi sans doute des médecins. Qui va dans cette station-là? Et quand on voit le film Elysium, la réponse, elle est toute trouvée. Ceux qui ont les moyens. Donc la Terre se retrouve être une sorte de dépotoir général où grouille l'humanité dans des conditions évidemment atroces. Et les Happy Few peuvent monter dans Elysium, l'Élysée, le palais des dieux, et se retrouvent dans cette station extraordinaire en orbite autour de la Terre. Et Elysium nous montre que probablement ce genre d'exutoire n'est qu'une autre façon des ultra-riches de trouver un moyen d'échapper aux conséquences des désastres environnementaux qui sont en cours. Et si on regarde le sujet d'un point de vue énergétique, on a le sentiment qu'on arrive péniblement à envoyer quelques centaines de tonnes en orbite basse ou en orbite lunaire. Est-ce que c'est faisable avec les technologies actuelles, voire avec des sauts technologiques dans les décennies qui viennent, d'envoyer des milliers, voire des millions de tonnes en orbite? Alors, envoyer des millions de tonnes en orbite avec les techniques actuelles, on oublie. C'est-à-dire, c'est pas envoyer même des centaines de fusées, comme le fait maintenant des centaines de lanceurs, comme le fait maintenant SpaceX, versus quelques dizaines. Donc il y a eu un incrément d'un ordre de grandeur en nombre de tirs depuis que SpaceX construit cette méga constellation Starlink. Et les méga constellations qui arrivent semblent assurer qu'on va passer maintenant à littéralement des centaines de tirs de fusées par an. Là, pour mettre des millions de tonnes en orbite, on n'est plus à des centaines de fusées, on est à des dizaines de milliers de tirs par an, et avec une empreinte environnementale énergétique qui est sans commune mesure aux tirs actuels, qui sont déjà, il y a eu un certain nombre de rapports, notamment par le groupe Aérodécarbo, qui ont montré déjà que l'empreinte environnementale de la situation actuelle est déjà, du spatial actuel, des tirs actuels est déjà, disons, discutable, mais reste pas extraordinaire si on la compare à celle des avions, par exemple. Mais si on passe maintenant à des milliers ou des dizaines de milliers de tirs, alors là, pour le coup, ça devient une empreinte environnementale qui se rajoute à une empreinte environnementale de l'humanité qui est déjà insupportable. Donc, du point de vue environnemental, c'est un délire. Du point de vue énergétique, c'est lié à cette empreinte environnementale, c'est les combustions des fusées. Mettre des millions de tonnes, c'est pas facile en orbite. De les mettre, c'est pas facile. Alors, il peut y avoir des procédés très spéculatifs, tout à fait en dehors de notre capacité technique pour l'instant, qui ont été évoqués aussi dans la science-fiction, mais qui viennent d'idées d'ingénieurs. L'ascenseur spatial, l'idée qu'on puisse tirer une manière de câble entre le sol, accroché au sol, jusque bien au-delà de l'orbite géostationnaire, pour que ce câble, il y aurait bien de choses à dire sur l'ascenseur spatial, pour que ce câble soit stable sous l'effet de son poids et de la force centrifuge due à la rotation de la Terre, il faut qu'il fasse 144 000 km de long. Vous voyez déjà la structure. Et là, on pourrait monter à faible vitesse, quelques centaines de kilomètres par heure le long du câble, mais on peut monter en continu, des tonnes en permanence. Et donc là, on pourrait effectivement commencer à discuter si on disposait d'un ascenseur spatial. C'est d'ailleurs la première chose que construisent les colons martiens quand ils arrivent sur Mars dans la trilogie martienne de Clement et Robinson, un ascenseur spatial pour pouvoir coloniser Mars et transformer et terraformer Mars. Voilà un des autres poncifs qui nous sont issus de la science-fiction, puisque la planète devient inhabitable. Nous pourrions la quitter vers d'autres planètes, ça va pas être facile, vers des colonies orbitales géantes. C'est pensable, mais c'est à mon sens un délire, un rêve d'ingénieur, même on pourrait dire un délire d'ingénieur. Mais on pourrait aussi rendre la Terre habitable, c'est la géo-ingénierie, ou terraformer, c'est-à-dire transformer une autre planète
inhabitable en un monde habitable par les humains. Et donc, cette idée de colonie orbitale géante et des matériaux qu'il faudrait mettre en orbite, ça ne peut se faire que si on dispose déjà d'une industrie spatiale capable, dans l'espace, in situ, d'exploiter les ressources minières. Alors, ça peut être de la Lune. Pourquoi de la Lune ? Parce que la Lune, il y a aussi des matériaux sur la Lune, bien sûr, des roches, des matériaux, des minerais, et que la vitesse de libération de la Lune est plus faible que celle de la Terre, et que l'on pourrait imaginer, si l'on transposait d'un coup de baguette magique l'industrie spatiale, l'industrie terrestre sur la Lune, toutes choses égales par ailleurs, vous imaginez, il n'y a pas d'atmosphère, la gravité est plus faible, ça pose des quantités considérables de questions. Ce serait plus simple de mettre des millions de tonnes en orbite depuis la Lune que depuis la Terre, parce que la gravité lunaire est plus faible. La Terre étant une planète imposante, malgré tout imposante, pas si on la compare à Jupiter, mais comme planète, et sa gravité étant suffisante pour nous littéralement nous coller. Il est difficile de sortir du puits gravitationnel de la Terre. Ça coûte. Il y a un autre des grands thèmes de la science-fiction, c'est le voyage interstellaire. Donc c'est le voyage ou interplanétaire ou interstellaire, aller dans un autre système autour d'une étoile, un autre système solaire. Est-ce que ça c'est possible ? Combien de temps on mettrait ? Est-ce que on a des vaisseaux qui seraient capables de faire cela, ou c'est complètement de l'ordre du fantasme ? Alors, encore une fois, je qualifierais pas ça de fantasme en ce sens que c'est complètement pensable avec la physique, la technique actuelle. Il n'y a pas d'obstacle qu'on ne puisse penser. Ces obstacles peuvent être éventuellement énormes. L'obstacle principal, il est lié à la distance considérable qui nous sépare de ces étoiles. L'étoile la plus proche, c'est le Soleil. Soyons clairs déjà, de la Terre, c'est le Soleil. Sa lumière met 500 secondes pour nous parvenir. La seconde étoile la plus proche se nomme Proxima du Centaure, et c'est le système plus général de Alpha du Centaure, celui-même qui est mis en scène dans le film Avatar. Sa lumière met 4,4 ans pour nous parvenir. 500 secondes, 4,4 ans. Voilà, ça donne une idée. Si je ferais ça en mètres, si le Soleil est à 1 mètre, alors Alpha du Centaure est à 269 kilomètres. Voilà, ça donne une idée tout de suite des distances qui nous séparent des étoiles, même la plus proche à part le Soleil. Donc ces distances considérables, pour les franchir en des durées raisonnables, il faut des vitesses très considérables, qui soient des fractions de la vitesse de la lumière. Si on voyage à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà une vitesse extraordinaire au regard des standards actuels, la sonde Voyager 1, qui a été lancée en 1977, quelque chose comme ça, qui est désormais à 165 fois la distance Terre-Soleil, elle a franchi cette distance tout à fait étonnante déjà. Elle est bien au-delà des limites du système solaire. Elle a franchi ça en une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Sa vitesse est de 15 km par seconde, donc elle va 20 000 fois plus lentement que la lumière. Là, je parle d'aller à 10% de la vitesse de la lumière, donc on est tout à fait en dehors des clous vis-à-vis de ce que nous savons faire. Il faut déjà 50 ans, en gros, pour atteindre l'étoile la plus proche. Donc ce n'est pas un voyage anodin. C'est déjà 50 ans de voyage. Eh bien, l'énergie nécessaire pour ce voyage, si on voulait faire un vaisseau à la Avatar, je me suis amusé à chiffrer le budget énergétique du vaisseau Venture Star qu'on voit dans Avatar. Il correspond à 130 000 ans de consommation énergétique humaine. 130 000 ans de consommation énergétique humaine. Tout le chiffre est là-dedans. Vous voulez une maison à 130 000 euros et vous avez 1 euro. Voilà. Donc du coup, vous pouvez penser à cette maison. Vous pouvez rêver à cette maison, vous pouvez en établir les plans, vous pouvez la penser, il y a rien qui vous en empêche. Mais, c'est que là, elle est simple, évidemment. Mais, il y a un petit détail, il vous manque beaucoup d'énergie, et éventuellement, le corollaire aussi, qui est de matière, parce qu'il faut le fabriquer, ce vaisseau, le Venture Star, c'est pareil, on peut, en l'observant et en faisant une analyse un peu détaillée, à partir de ce qu'on en voit dans le film, on peut estimer sa longueur à quelque chose comme entre 1,5 et 2 km. 2 km. Donc rien que le mettre en orbite. Alors, il n'est pas question de le mettre en orbite. Il faut le fabriquer dans l'espace, avec des poutrelles, avec des réacteurs nucléaires. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut discuter sur ce mode de propulsion, avec toute l'infrastructure du vaisseau complètement fabriquée dans l'espace. Donc il faut être dans the expense. Il faut être dans une situation où ce que nous faisons sur Terre, une industrialisation complète de la planète, une capacité d'accès à quasiment toutes les ressources de la planète, en tout cas de surface sur le premier kilomètre, disons, ou les quelques premiers kilomètres atmosphériques, océaniques,
mais à l'échelle du système solaire. Donc c'est si gigantesque que c'est en pratique impossible ou très loin d'être réalisable, même si on peut le penser. Donc là, c'est pareil, ce poncif de se dire il y aura une planète B, on va y aller, no chance, parce que c'est si rédhibitoirement coûteux du point de vue énergétique qu'il n'y a aucune chance que même un seul humain, ou quand même une machine humaine, je ne parle même pas d'humain, même une machine, même un téléphone portable, vous mettez un téléphone portable avec son appareil photo en orbite autour d'Alpha du Centaure, c'est no chance, voilà, c'est no chance. Justement, on va parler de Planète B. C'est un autre poncif de la science-fiction. C'est celui, on regorge de colonisation, d'habitat de nouvelles planètes. Est-ce que, du coup, on comprend bien que dans les autres systèmes stellaires, ça sera compliqué. Est-ce que dans le système solaire, il y a des endroits qui pourraient héberger, s'il y a des milliardaires fous qui veulent aller vivre sur un satellite de Jupiter ou sur une autre planète, est-ce qu'il y a des planètes qui seraient candidates à l'habitabilité? Zéro. Dans le système solaire, il y a une seule planète habitable par les humains, c'est la Terre. Toutes les autres sont rédhibitoirement inhabitables en l'état. Certaines sont moins inhabitables, si je veux dire. C'est-à-dire, si on devait penser leur transformation, nous parlions tout à l'heure de terraformation. Ce mot qui est un mot forgé dans la science-fiction. Le mot terraforming, l'idée que l'on puisse modifier les conditions climatiques à la surface d'un astre pour les rendre compatibles avec la vie humaine. Vie humaine, je ne parle pas de la vie. Les humains se baladent à l'air libre, si j'ose dire, sur l'astre modifié. Ce mot terraforming, il a été forgé par un auteur qui s'appelle Jack Williamson en 1942 dans une nouvelle qui s'appelle Collision Orbit. Mais l'idée de modifier les conditions d'habitabilité, les conditions climatiques pour les rendre habitables par des humains, elle est plus ancienne que ça. Elle date, je crois, de 1930. C'est Olaf Stapledon dans Les Premiers et les Derniers, Last and First Men, où il imagine la transformation des conditions climatiques de Vénus, qui là sont actuellement infernales, à 90 fois la pression atmosphérique terrestre au sol, 450 degrés Celsius de température, bref, c'est pas un endroit où on a envie d'aller, est fait de serres divergents sur Vénus. Voilà, je ne dis pas ce qui nous attend sur Terre, mais voilà ce que ça signifie, un effet de serre divergent sur Vénus, très concrètement. Et donc dans Olaf Stapledon, la possibilité, l'idée de transformer, sans nommer ça terraformation, mais l'idée de transformer les conditions à la surface d'une planète pour la rendre habitable par les humains. Donc cette idée-là, c'est une idée aussi qu'on peut penser. On peut même, il y a eu tout un tas d'études, de réflexions scientifiques, éduquées par des scientifiques, sur la question de pourrait-on terraformer Mars. Il semble maintenant que la conclusion soit il n'y a pas assez d'éléments volatiles à la surface volatile, c'est-à-dire pour les rendre gazeux, de sorte que ça d'abord commence par reconstituer une atmosphère dense. L'atmosphère martienne, actuellement, sa pression... Parce qu'il y a eu une atmosphère sur Mars. Il y a eu une atmosphère sur Mars, et une atmosphère dense, avec de l'eau liquide, avec des océans et des lacs sur Mars. Ça, on est tout à fait certain qu'il y a eu une période de Mars pendant 5 à 700 millions d'années, des premières 5 à 700 premiers millions d'années de l'évolution de Mars, où il y a eu une atmosphère suffisamment dense pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide à la surface de Mars, pour former un océan dont on a les traces actuelles, un paléo-océan, plutôt dans l'hémisphère nord, et des lacs. Il y a des rovers. Le rover Curiosity est dans le cratère G0, qui est un ancien lac, où on voit des traces de delta avec des couches alluvionnaires qui ressemblent aux deltas que l'on a dans les effluents de fleuves terrestres. Donc on sait avec certitude et de 1000 façons qu'il y a eu de l'eau liquide qui a perduré longtemps à la surface de Mars, et que Mars ayant une gravité plus faible que celle de la Terre, à peu près 38% de celle de la Terre, et un champ magnétique qui a disparu, n'a pas pu conserver durablement cette atmosphère qui s'est, disons, évaporée, qui s'est échappée de la planète. L'atmosphère s'échappant, eh bien, les liquides à la surface se sont évaporés. Pour évaporer de l'eau, typiquement ce que l'on fait, c'est qu'on la chauffe à 100 degrés Celsius quand on est dans les conditions habituelles. Mais l'eau bout à des températures plus faibles en haute altitude, notamment au mont Everest, on ne peut pas faire cuire d'œufs durs parce que l'eau ne bout pas à 100 degrés Celsius, mais à 60 degrés Celsius, parce que la pression y est plus faible. Et si vous prenez un simple verre d'eau et que vous le mettez dans le vide autour, et plus d'atmosphère, mais il se met à bouillir spontanément. Et il s'évapore extrêmement vite. Et si c'est un glaçon,
il va se sublimer. Il va passer de l'état solide à l'état vapeur directement, sans passer par l'état liquide. Et c'est ce qui est produit. On a vu on a constaté ça sur Mars. Il y a eu une sonde dont le nom m'échappe, mais qui avait mis à jour, dans le régolithe martien, par un petit coup avec une sorte de petite pelle, a mis à jour des glaçons de glace d'eau qui ont été analysés par la sonde, qui étaient des glaçons de glace d'eau, et dont ceux qui n'ont pas été analysés, qui sont restés sur le sol martien, qui ont été mis à l'atmosphère martienne alors qu'ils étaient enfouis dans le régolithe martien, eh bien ces glaçons se sont sublimés, ont disparu en quelques jours martiens. Donc Mars, on pourrait imaginer la terraformer en épaississant son atmosphère, mais il semble maintenant qu'il n'y ait pas assez d'éléments volatiles, de trucs à faire fondre, en gros les calottes polaires martiennes et peut-être de la glace dans le sol. Pour faire fondre une calotte polaire martienne, on comprend qu'il va falloir y aller un peu toniquement. C'est des machins qui font 1000 à 2000 km de diamètre. Parce qu'il y a des calottes polaires sur Mars. Oui, il y a des calottes polaires sur Mars, mais c'est des calottes polaires, ça fait 1000 km de diamètre et 2 km d'épaisseur. Donc on comprend que pour faire fondre ça, il va falloir y aller un peu toniquement. Alors les propositions, je vous en fais grâce, mais enfin c'est en gros petit problème, petite bombe, gros problème, grosse bombe. Éventuellement, détourner un astéroïde ou détourner une comète. Une comète, c'est plus malin, c'est aussi des volatiles, de la glace. Détourner un noyau cométaire, le projeter sur les calottes polaires martiennes. On voit déjà que la transformation, la terraformation de Mars commence de façon, vous voyez, brutale. La vie sur Mars, quand on regarde un peu, c'est compliqué. Il y a des tempêtes dantesques. Dantesques, mais pas si dantesques que ça. Il y a des tempêtes de sable, mais l'atmosphère de Mars étant très ténue, les vents martiens à 200 km par heure, il y en a, sont ressentis comme une brise terrestre à une dizaine ou une vingtaine de kilomètres par heure, parce que la densité de l'air est extrêmement faible. Et donc, c'est pas ce qu'on voit dans Seul sur Mars. Ah, voilà. Dans Seul sur Mars, non, voilà. Seul sur Mars, c'est un film qui n'est pas sans vertu, mais il a quelques défauts de représentation, évidemment. La tempête que l'on voit sur Mars, dans Seul sur Mars, c'est tout à fait impossible sur Mars. Avec des graviers, on voit littéralement des graviers qui volent, des vents très rapides, pas de problème, on a constaté des tempêtes sur Mars, des tempêtes globales de très grande taille sur Mars. Donc tout un tas d'éléments de la tempête qui est présenté dans Seul sur Mars sont plausibles, sauf l'intensité ressentie par les acteurs martiens, les acteurs du film, enfin les acteurs du film qui sont censés être des explorateurs de Mars. Eh bien, c'est absolument pas comme ça que se passe une tempête martienne. Même s'il y a un assombrissement, même s'il y a des poussières qui sont soulevées, des vitesses qui peuvent être tout à fait de cet ordre-là, il n'y a aucun risque à subir une tempête martienne pour les astronautes. Mais il y a aussi des rayonnements qui nous conduiraient, si je dis pas de bêtises, moi c'est ce que j'avais pu lire, à vivre en fait dans les cavités, parce que en fait il y a trop de rayonnements qui auraient une incidence sur notre santé. Sur Terre, ce qui nous protège sur Terre de tout un tas d'embêtements que l'on retrouve dans l'espace libre, c'est l'atmosphère de la Terre. Une épaisseur de matière assez ténue, c'est un gaz, ce n'est pas ni un liquide ni un solide, mais une atmosphère dont l'essentiel de la masse se trouve dans les 20 premiers kilomètres et qui nous permet de nous protéger des particules cosmiques de plus haute énergie, parce que ces particules cosmiques, en frappant la très haute atmosphère, produisent des gerbes cosmiques qui sont étudiées d'ailleurs comme l'observatoire Auger, l'observatoire européen européano-argentin qui est en Argentine. Donc utiliser ces gerbes cosmiques, et donc ces particules, finalement, cette énergie se dissémine et se répartit, la réduit. Et puis il y a le champ magnétique de la Terre aussi. Les particules cosmiques sont souvent électriquement chargées, ont une charge électrique, et comme elles sont une charge électrique, elles sont sensibles au champ magnétique qui va les guider vers les pôles. Et l'interaction de ces particules de haute énergie avec la très haute atmosphère des pôles forme un phénomène tout à fait spectaculaire et magnifique qui sont les aurores boréales ou les aurores australes. Et donc, on est protégé à la surface de la Terre par l'atmosphère et le champ magnétique de la Terre. Si l'on sort de ces deux éléments-là, déjà en étant à 400 km d'altitude, on n'est déjà plus dans l'atmosphère de la Terre, une partie de la magnétosphère nous protège encore, mais déjà les doses de rayonnement que absorbent les astronautes sont déjà bien plus considérables qu'au sol. Si on est à la surface de la Lune, sans champ magnétique et sans atmosphère, les risques sont bien plus élevés, mais c'est vrai aussi à la surface de Mars, dont l'atmosphère est très ténue, qui n'a pas de champ magnétique, mais qui est quand même plus éloigné de la Terre que la Lune ou du Soleil que la Lune ou la Terre. Mais ça reste des endroits extraordinairement dangereux du point de vue de ce rayonnement reçu. Et ça serait vrai aussi du voyage, de la durée du voyage pour aller de la Terre à Mars. Oui, on met à peu près 6 mois.
Et juste en un mot, est-ce que voilà, notre corps il est adapté à l'atmosphère terrestre et à la gravité, enfin aux conditions d'habitabilité de la planète. Est-ce que passer des années dans l'espace, est-ce que ça a une incidence sur le corps humain? Ça a une incidence, et c'est une incidence dont on sait qu'elle est néfaste. Voilà, on le sait. Là, les quelques centaines de cet ordre de grandeur-là d'humains qui ont été dans l'espace ont subi des conséquences qui ont pu être, pas individuellement, mais qui ont pu être chiffrées, notamment avec un couple, si j'ose dire, de jumeaux américains, les Kelly, j'ai oublié leur prénom, K-E-2-L-Y, les Kelly, dont l'un est astronaute et dont l'autre est un humain normal qui a toujours vécu sur Terre, et qui sont des jumeaux, les jumeaux parfaits, des vrais jumeaux. Et donc, on a pu mesurer la dégradation sur l'ADN de l'un des jumeaux, l'astronaute, versus celui qui est resté sur Terre. On a pu mesurer la dégradation dans les masses osseuses, dans les masses musculaires. Et donc, le jumeau qui est allé dans l'espace, il a subi des dégradations physiologiques tout à fait mesurables et tout à fait, disons, considérables par les quelques séjours. Il a dû passer 3 ou 4 séjours de 6 mois dans l'espace, donc disons une paire d'années au mieux dans l'espace, c'est tout à fait mesurable. Donc, l'humanité n'est pas adaptée à une vie dans l'espace, y compris dans des stations orbitales même pressurisées, contrôlées, comme est l'ISS. Et donc, d'une certaine façon, on est fait pour la Terre. Enfin, ça paraît une évidence, c'est presque une toute, mais on est fait pour la Terre. La SF regorge aussi d'hommes augmentés, hybridés, mi-machines, trafiqués. Les projets de colonisation spatiale, est-ce qu'ils supposent ces hommes augmentés, trafiqués? Est-ce qu'il y a un lien avec toutes ces idéologies américaines de transhumanisme, de long-termisme? Question. Chaque question pourrait faire une émission complète. J'en suis désolé, je vais répondre un peu court, mais d'abord, pour faire un petit bilan des propositions qu'on a évoquées. Il y a des problèmes sur Terre, disons, quelle que soit leur nature. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur les problèmes environnementaux, en plus d'origine humaine. Qu'est-ce qu'on fait? On modifie la Terre, on modifie une planète pour y aller. Donc, on quitte la Terre et on va sur une planète et on la modifie pour y aller, éventuellement on la modifie. On va en orbite. Autre solution, on peut transformer les humains. Plutôt que ces conditions sont modifiables, mais transformons les humains pour que, ils supportent ces conditions terrestres. Ça, c'est aussi évoqué dans la science-fiction. On modifie génétiquement les humains pour qu'ils soient adaptés aux conditions néfastes pour les humains d'avant, créées par les humains d'avant. Et aussi, on va dans l'espace, dans des stations, je ne sais où, dans des conditions qui sont a priori difficiles pour les humains, et on modifie les humains, comme vous le suggérez, on modifie les humains pour qu'ils soient plus adaptés à ces conditions difficiles. Ça, c'est toute l'idée qui est derrière ce qu'on appelle le cyborg, qui est à l'origine est le cybernetic organism, c'est ça, cyborg. Et ce cybernetic organism, c'est un organisme, un être vivant intégrant des éléments machiniques de sorte qu'il ait des capacités différentes et qui était prévu à l'origine, notamment discuté par un biologiste, précisément pour est-ce que nous ne pourrions pas adapter les humains aux conditions difficiles de vie dans l'espace, des humains qui seraient finalement modifiés pour être, disons, techniciens, ingénieurs, intervenants dans l'espace. Donc le cyborg est né de cette discussion, spéculation sur ne faudrait-il pas modifier les humains pour les mettre dans l'espace de façon durable. Alors, ça pose des questions éthiques, enfin on voit bien, ça peut être des modifications techniques, on se met un bras mécanique pour faire Dieu sait quoi, ça peut être des modifications génétiques pour être moins sensible aux radiations, pour être capable de s'auto-réparer. Il y a des êtres, les tardigrades, qui ont des capacités extraordinaires de régénération de leur patrimoine génétique, même s'ils sont soumis à des flux de rayonnement qui seraient létals pour des cellules humaines. Et toute cette question-là, elle n'est pas complètement indépendante, enfin en tout cas elle peut se raccorder avec l'action de transhumanisme, un transhumanisme qui considère, peut-être pour faire un peu vite, mais je pense que ça saisit une partie de l'idéologie transhumaniste, la mort est une maladie, et nous allons la soigner, nous allons trouver un moyen de la soigner. Donc ça serait d'une autre façon de dire, il n'y a pas de condition dans laquelle l'humanité ne puisse vivre, à condition de
transformer les humains. On pourrait transformer les conditions, ça c'est la base. Hein. Nous-mêmes, nous avons des habitats, nous chauffons, nous éclairons nos habitats. Donc on transforme au moins localement les conditions pour qu'elles soient plus confortables pour les humains qui y habitent. Mais il y aurait aussi, transformons les humains. On va faire des humains qui sont génétiquement modifiés pour être capables de survivre à poil, si j'ose dire, par moins 40, hein, si on voulait vivre près des pôles, par exemple. Bon, ben, c'est pas ce qu'on a choisi. On a plutôt fait des vêtements à partir de peau animale ou de fibres synthétiques, se couvrir pour vivre ou pour essayer d'évoluer dans les zones polaires. Bon. Ou des machines qui refroidissent l'environnement si on est dans des zones très chaudes. Bref, cette question du transhumanisme, elle est connectée avec l'idée de transformer l'humain, dans le cas des transhumanismes, pour vaincre les maladies et in fine vaincre la mort. Les questions du long-termisme sont un peu différentes, parce que le long-termisme, c'est autre chose. C'est de dire il faut ériger en principe moral absolu le confort des générations à venir, qui sont tellement plus nombreuses que les générations actuelles, que l'on pourrait imaginer presque sacrifier les générations actuelles au confort des générations futures. Et pour cela, si cela passe par beaucoup de dégâts environnementaux et de malheurs et de morts humains actuels, c'est pour un bien supérieur qui sera, on l'a évoqué tout à l'heure, la colonisation du système solaire, par exemple. Et que du coup, l'humanité essaimant dans l'ensemble du système solaire, alors on résout les problèmes à long terme d'humanité au prix d'un sacrifice finalement modeste. Je mets des guillemets parce que évidemment il y a des tas de considérations éthiques, philosophiques à discuter qui seraient très désagréables à évoquer pour le long-termisme, au prix d'un sacrifice local qui en vaut la chandelle. Donc c'est pas tout à fait la même chose, long-termisme, transhumanisme, mais il y a quand même dans la science-fiction évoqué, et même très concrètement par des puissants ou des milliardaires actuels, évoqué l'idée qu'il faudrait transformer l'humanité pour la rendre adaptée à ces nouvelles conditions. Oui, c'est le cas c'est une sorte d'effondrisme des riches, des milliardaires, pardon. C'est Elon Musk ou Peter Thiel en parlent ou disent que c'est, en tout cas, une idéologie qui est proche de la leur, c'est-à-dire, sauver les vies futures et peu importe. Enfin, tant pis si aujourd'hui il y a quelques problèmes. S'il y a quelques dégâts aujourd'hui, ça n'est pas grave. De toute façon, ça sera les pauvres, et nous, on sera assez riches pour passer ce gap difficile qui nous promet des lendemains enchanteurs, et d'autre part, on aura aussi certainement les moyens d'acquérir les objets techniques, qu'ils soient génétiques, techniques, mécaniques, informatiques, ce que vous voulez, pour faire partie de l'humanité glorieuse qu'on nous annonce dans le futur. Donc il y a effectivement une sorte de polarisation sur leur situation à eux qu'ils essaient de sauver. On le voit dans Don't Look Up aussi, hein, c'est très exactement ce qui est mis en scène dans Don't Look Up, puisque ce sont les plus riches qui échappent à la catastrophe par le projet spatial qu'ils ont mis en place. Oui, ce qui est intéressant, c'est ces gens-là pensent qu'il y a une menace existentielle. Ils nient pas du tout le changement climatique. Ils pensent qu'il y a une menace existentielle qui pèse sur l'humanité. Ils cherchent à s'accaparer les dernières ressources en se disant, en craquant ces dernières ressources, c'est ça qui donnera à l'humanité son infinité temporelle, qui va la permettre de perdurer infiniment temporellement au prix de quelques désagréments sur le moment. Bon, évidemment, le problème, c'est que les quelques désagréments, c'est intéressant de savoir qui va les subir. C'est comme dans la question tout à l'heure des stations orbitales. Qui monte dans la station? Et là, c'est qui subit les désagréments? Et cette question-là, et donc c'est ça qui est intéressant en science-fiction, c'est qu'elle est aussi très concrètement posée. La science-fiction, qui fait œuvre de ce point de vue-là de vigie ou de œuvre politique, de toute façon, de mise en scène, de simulation d'un monde politique et social qui résulte, ce monde politique et social, de conséquences qui sont la conséquence d'un résultat technique. On est capable de faire ci, on a fait telle chose désagréable, on sait faire telle chose potentiellement agréable. C'est quoi le monde? Comment ça joue? Comment ça se passe maintenant? Et donc cette mise en scène de la science-fiction, Yannick Rumpala, dans son excellent livre Hors les décombres du monde, évoque cette question des liens entre, disons, écofiction, la fiction écologique, où les fictions, l'environnement joue un rôle à part entière, n'est pas un simple décor, mais un rôle à part entière, entre écofiction, politique, et comment ça permet de penser le monde, penser notre monde en pensant d'autres mondes, ces mondes imaginaires, ces mondes fantasmés pour partie, que l'on trouve dans la science-fiction.
Justement, sur la dernière question, sur l'importance des imaginaires, moi, ce qui me frappe, je vais prendre 2 exemples. Je disais à mon fils hier Barbapapa, où on voit, mon fils qui a 2 ans, où on voit des Barbapapa qui vont sur une autre planète dans l'espace. Et il y a quelques semaines, j'ai interviewé un des scientifiques les plus brillants qui m'a été donné d'interviewer, et qui disait, ça sert à rien de faire des projections à 100, 150 ans, parce que qui sait, on ira peut-être vivre sur Mars. C'est 2 exemples très différents, mais qui montrent à quel point cette idée-là, même si tu montres par A plus B qu'en fait c'est impossible d'habiter une autre planète, que le voyage interstellaire est impossible et que même les colonies orbitales ça n'a pas l'air facile, voire très 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 fantasmagorique. À quel point justement cette idée de l'exode cosmique est imprégnée dans nos imaginaires? Eh bien, c'est à la fois parce qu'on est imprégné d'une idée de progrès qui est forcément équivalente à une idée de progrès technique, et que ce progrès technique incontestable, il y a tout un tas d'objets techniques qu'on est très content de trouver, mais qui ont eu aussi des conséquences néfastes pas par l'objet lui-même, mais par le système industriel qu'il a fallu mettre en place pour produire un objet technique. Ne serait-ce qu'un hôpital moderne nécessite une infrastructure industrielle consternante, énorme, qui a des conséquences. Mais on est content d'avoir l'hôpital, évidemment. Donc nos objets techniques nous ont aidés, on a confiance en eux, ils ont résolu un certain nombre de problèmes, en santé, c'est tout à fait évident que la qualité du système médical actuel est bien meilleure que celle d'il y a 100 ans. Mais on a tendance à oublier que l'intégralité de ce grand système technique, dont certains éléments sont parfaitement légitimes et utiles, l'intégralité du système technique a des conséquences environnementales considérables. Et considérables au point de mettre en péril l'habitabilité de la Terre. Donc, il faut être capable d'avoir le recul, de faire le tri et de faire des choix. Et c'est là la difficulté, de faire des choix entre quels objets techniques on garde, quels objets techniques on enlève. Idéalement, on fait ça collégialement, collectivement, démocratiquement. J'en veux pour exemple un roman, la vague montante, qui met en scène des humains qui sont partis faire un voyage interstellaire. C'est l'unique voyage interstellaire qu'ont pu faire les humains. Ils ont été Alpha du Centaure, ils se sont coupés de l'humanité parce que la distance est si grande. Ils ont évolué, croissé, multiplié, ils ont glorieusement écrasé l'écosystème local, sans doute, on ne le raconte pas. Ils se disent maintenant, nous avons à nouveau les moyens de faire un voyage interstellaire. Que faisons-nous? Et ils font le retour à la Terre. Waouh! Sur Terre, ça va être complètement dingo, quoi. On est parti il y a 4 siècles, on va revenir, ça va être dingue. Ils reviennent, stupeur, il n'y a plus rien. Toutes les infrastructures, les trucs incroyables, les astroports, les tours gigantesques qu'ils pensaient trouver, il n'y a rien du tout. Et ils constatent que les humains leur expliquent que, en gros, on a eu des problèmes avec la technique, et maintenant on la réserve à des cas très spécifiques. La technique, oui, quand c'est nécessaire. Et donc, cette question-là de la technique que tu soulèves, c'est aussi une question qui est aussi imprégnée dans le cerveau des scientifiques. Parce qu'ils travaillent dans cette affaire-là. Ils sont là pour découvrir de nouvelles choses, pour inventer des nouvelles choses, et évidemment, pas dans un but néfaste. Les scientifiques ne veulent pas détruire le monde, évidemment. Ils veulent faire le bien. Ils veulent sans doute inventer des choses pour le plus grand bien de l'humanité ou pour la plus grande gloire de l'esprit humain. Mais il faut réaliser que toutes ces inventions de toute nature ont eu des conséquences, et que ces conséquences maintenant, s'accumulant toutes ensemble, c'est pas celle-ci ou celle-ci spécifiquement, même si on peut en désigner une ou deux, le moteur thermique à voiture n'est pas sans conséquences, toutes ces inventions accumulées toutes ensemble font que notre empreinte environnementale globale sur Terre devient insupportable. Et donc, à un moment donné, il faut être lucide sur ça, faire le bilan de ça, et ne pas se payer de bons mots ou d'espoir vain sur la technique résoudra les problèmes de la technique. Roland Lehoucq, un grand merci d'être venu au micro. Merci à vous pour votre invitation. À bientôt. À bientôt. Oui.